Merci d'être présent à ce webinaire de présentation du dispositif et du réseau Fabrique à Initiative. Alors, qu'est-ce que l'on entend par dispositif et par réseau? C'est justement l'objectif de ce webinaire de pouvoir répondre à cette question. On va rester ensemble 1h30, donc jusqu'à 11h. Et on va pouvoir commencer dès maintenant et les retardataires nous rejoindront en cours de route. Donc pour animer ce webinaire, moi je me présente, je m'appelle Alice de Seninck, je suis chargée de mission à l'AVIS au sein du pôle territoire et je suis notamment en charge de l'animation du réseau Fabrique à Initiative. Je suis également épaulée d'Emma Pierre qui est également chargée de mission à l'AVIS. Bonjour à toutes et à tous. Et on va pouvoir aussi, avant de débuter et de vous présenter le programme de ce webinaire, juste lancer un rapide sondage pour faire connaissance et savoir, vous, qui êtes-vous? Voilà, donc on a mis quelques options. Si jamais elles ne correspondent pas totalement à qui vous êtes, vous pouvez le préciser dans le chat. Ça nous permet d'avoir une idée. Merci par avance. J'en profite pour vous partager quelques informations techniques et pratiques. Donc, comme vous l'avez vu, ce webinaire est enregistré. Il sera bien entendu envoyé à l'issue du webinaire par mail à tous les participants. Et puis, pour échanger, vous pouvez utiliser librement l'outil discussion et poser vos questions dans l'outil et l'onglet dédié qui est en bas de votre écran qui s'appelle Q&R, donc questions-réponses. Merci pour vos réponses. On est à 29 réponses sur 35. Je vais laisser le sondage gentiment se terminer. Je commence par vous présenter du coup le programme. Donc, on va pouvoir débuter ce webinaire par une introduction sur qui est l'AVIS et quel est son rôle dans la création d'activités d'utilité sociale. Ce sera Cécile Leclerc, directrice générale de l'AVIS, qui pourra introduire du coup ce temps. Par la suite, je vais un peu expliquer davantage ce qu'on entend par Fabrique à Initiative, donc quels sont les principes d'action du réseau, la méthodologie utilisée, voilà, un peu décrypter en synthèse ce qui fait l'ADN de ce dispositif. Et puis, on aura ensuite une intervention de Yann, Yann McLaughlin, si je prononce bien, chef de projet animateur de la Serra Projet, qui fait partie du réseau Fabrique à Initiative et qui pourra notamment présenter le lien entre cet outil et la transition écologique, puisque, je ne l'ai pas encore introduit, mais la thématique centrale de ce webinaire est bien la transition écologique, et donc des exemples, des illustrations de projets qui peuvent être générés par le réseau pour répondre à ces enjeux-là. Après ce petit décryptage, on aura un témoignage très concret d'un projet, la recyclerie sportive en Moselle, avec le témoignage croisé d'Eva Ponti, qui est déléguée générale de l'association Le Filon, qui fabrique également en Moselle et responsable de cette fabrique, avec du coup le témoignage aussi très précieux de Christophe Muller, chef du service innovation sociale du conseil départemental de Moselle, pour pouvoir apporter un regard du coup de partenaire. Je suis allée trop loin, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Cécile Leclerc, du coup, qui est directrice générale de l'AVIS, pour ouvrir ce webinaire et présenter du coup l'AVIS. L'AVIS rapidement. Merci Alice, bienvenue et bonjour à tous. Donc, quelques mots rapides au-delà du sujet qui nous rassemble aujourd'hui pour vous dire qui est l'AVIS pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, l'AVIS, c'est une agence d'ingénierie qui accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. On a été créé sous forme associative, on est toujours une association il y a plus de 20 ans. Et du coup, notre objectif, c'est d'identifier justement les réponses aux besoins sociaux, sociétaux, et à l'intérieur de ces besoins, bien sûr, tous ceux liés aux enjeux de transition écologique et solidaire, pour s'assurer à un niveau national qu'ils vont pouvoir émerger puis grandir. On est positionné qu'au niveau national, donc on est une trentaine de salariés, et en fait, ça a défini un peu nos modalités d'action. On en a 4. La première, c'est qu'on va chercher à outiller le maximum de porteurs de projets et d'acteurs, notamment évidemment des territoires qui cherchent des innovations sociales et qui cherchent à les soutenir et à les développer. Ça nous amène à avoir un portail, avis.org,
qui rassemble énormément de ressources qu'on peut produire ou des ressources qu'on identifie comme étant intéressantes et qu'on valorise sur le portail. Sur les enjeux de création d'utilité sociale, vous trouverez par exemple le guide Se lancer dans l'entrepreneuriat social, vous trouverez des cartographies des acteurs qui accompagnent et qui financent la création d'activités d'utilité sociale. Vous trouverez voilà, vraiment énormément de renseignements et d'outils pour vous accompagner. Et vous aurez, par exemple, sur les enjeux de transition écologique, si on reste sur le thème du jour, beaucoup de dossiers entrant par ces thématiques-là, sur l'économie circulaire, sur la transition énergétique, sur la mobilité durable, etc., pour vous permettre de vous inspirer à partir d'innovations sociales et d'identifier les bons acteurs qui peuvent, du coup, vous accompagner dans votre projet. Donc ça, c'est la partie outillée. Et ça nous permet de nous adresser du coup à un niveau national à l'ensemble du coup des acteurs français qui sont intéressés par ces sujets. Le deuxième levier d'action, c'est le fait d'animer au niveau national des acteurs qui, eux, sont des acteurs de l'accompagnement présents au niveau des territoires. Nous, comme on est 30 au niveau national, on ne fait pas du tout d'accompagnement en face à face du coup de porteurs de projets. En revanche, on a un rôle à jouer pour que les accompagnateurs des territoires puissent, eux, se rassembler, échanger entre eux, travailler des problématiques communes, qu'on puisse produire des ressources ou des outils dont ils auraient besoin. Et ça nous amène du coup à animer, par exemple, la communauté émergence et accélération qui réunit les incubateurs, accélérateurs dédiés à l'innovation sociale et à l'ESS sur l'ensemble des territoires. On est l'opérateur du DLA également au niveau national, donc le dispositif local d'accompagnement qui est présent dans chaque département, dans chaque région et qui accueille les dirigeants de l'ESS, du coup, de structures employeuses d'utilité sociale pour les accompagner et mobiliser du conseil dans le cadre de leurs problématiques stratégiques. C'est aussi pour ça qu'on est au niveau national l'animateur du réseau des fabriques à initiative, mais Alice le présentera tout à l'heure beaucoup plus en détail. Donc, deuxième mission, au niveau national, on anime les acteurs de l'accompagnement des territoires. Troisième mission, on conçoit de l'ingénierie d'accompagnement quand elle a du sens au niveau national, et notamment on conçoit des programmes d'accompagnement au changement d'échelle, à l'implantation territoriale, ou des programmes sur des thématiques très ciblées qui ont du sens à être rassemblées, notamment au niveau des porteurs de projets, à un niveau national, pour travailler des thématiques très précises ensemble. Et quatrième et dernier levier d'action, on finance des projets de dimension nationale grâce au Fonds social européen, donc au FSE+. On est organisme intermédiaire du coup du Fonds social européen, ce qui nous permet de lancer régulièrement des appels à projets. Alors pour information, en 2023, on en a déjà lancé plusieurs, mais à venir, il y aura un appel à projet pour accompagner le changement d'échelle des innovations sociales, du coup, par essaimage sur d'autres territoires. On est forcément sur du financement de projets de dimension nationale. Pour avoir toutes ces informations, vous pouvez vous abonner à la newsletter avis.org qui, du coup, vous indiquera les nouveautés en termes de ressources, en termes d'appels à projets et autres sur le site de l'Avis. Voilà, peut-être aussi vous dire qu'en matière d'innovation sociale, on a été reconnu par l'Union européenne, la Commission européenne, comme Centre national de compétences sur l'innovation sociale. C'est intéressant, c'est que ça nous met dans une perspective européenne puisque la Commission a voulu qu'il y ait un centre national par État membre pour du coup favoriser à l'échelle de cet État membre la production de ressources, la sensibilisation de l'ensemble des typologies d'acteurs, essayer de décloisonner le sujet de l'innovation sociale et donc des réponses à apporter aux besoins sociaux entre les typologies d'acteurs, etc. Et ça nous permet aussi d'échanger beaucoup en termes de pratiques avec l'ensemble de nos homologues européens. Voilà, et notamment, bien sûr, sur les sujets de transition écologique. Voilà pour les très grandes lignes de l'Avis. Alice, je te repasse la parole pour nous parler plus précisément de la fabrique à initiative. Merci beaucoup, Cécile. Effectivement, donc on va pouvoir à présent passer à la présentation de la fabrique qui a été impulsée il y a 13 ans maintenant par l'Avis. Je voulais démarrer par quand même un rappel très important. Ce webinaire se tient à l'occasion de la sortie d'un nouveau carnet de projet Fabrique à Initiative. Donc, on publie assez régulièrement des carnets de projet pour illustrer concrètement ce que donnent les fabriques dans les territoires en France. Et donc là, on s'est dit que ce serait quand même
intéressant de pouvoir faire un zoom spécifique sur la contribution des fabriques à la transition écologique à travers leurs projets. Et donc, vous pourrez le retrouver en ligne sur alice.org et Emma va pouvoir le partager en discussion également pour que vous puissiez retrouver le lien facilement. Donc voilà, c'est un peu l'événement qui précède ce webinaire. Donc la fabrique à initiative, quelle est sa mission? Donc sa mission première, c'est d'accompagner en fait l'ensemble des acteurs d'un territoire dans la compréhension du coup des besoins locaux, des besoins sociaux, des besoins environnementaux, pour développer en fait de nouvelles activités économiques qui vont être utiles au territoire et qui vont s'inscrire dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc de l'ESS. C'est un dispositif qui a été imaginé pour répondre à un constat, celui en fait des acteurs des territoires qui identifient de nombreux besoins ou idées de services, de projets à créer, mais qui sont porteurs en fait pour cumuler le temps, le réseau, les financements, les compétences, et pour pouvoir préciser ces idées et les lancer, il y a beaucoup de projets qui restent de côté. Ça peut être par exemple des projets qui sont identifiés par des collectivités, des citoyens, des experts qui n'ont du coup pas seuls l'opportunité de pouvoir les développer. Ça peut être des projets repérés par des structures de l'ESS qui n'ont pas la capacité interne de pouvoir les explorer aussi davantage, des projets qui fonctionnent ailleurs sur d'autres territoires mais qui ont besoin d'être réfléchis pour pouvoir être adaptés aux réalités locales, ou des projets qui nécessitent en fait la coopération et l'alliance de plusieurs acteurs, et c'est d'ailleurs souvent le cas. Voilà, c'est des projets qui nécessitent en fait un maillon d'ingénierie qui est encore manquant sur beaucoup de territoires. Donc, c'était le constat de départ. Et on sait bien que pour autant, ces idées-là, si elles étaient développées, elles apporteraient vraiment des réponses concrètes aux besoins sociaux et environnementaux qui sont identifiés, et elles pourraient en fait se valoriser un certain nombre de ressources locales, humaines, foncières, patrimoniales, naturelles même. Et donc, les acteurs qui sont soucieux de contribuer au développement de leur territoire aimeraient se réunir pour pouvoir travailler ensemble sur ces problématiques-là. Donc ça, c'est le constat d'origine et ce qui est en fait à la genèse de la naissance du réseau. Donc la fabrique va venir pallier à ce besoin-là et concrétiser du coup des pistes de projets qui sont identifiées en connectant l'ensemble des acteurs locaux qui peuvent être concernés, autant publics, privés, également les citoyens, pour pouvoir co-construire la réponse tous ensemble en bonne intelligence. La fabrique va également porter temporairement du coup la construction du projet. Elle va appuyer la définition des conditions de portage de l'activité, le modèle économique, identifier le porteur de projet adéquat, mettre en pied une bonne gouvernance et suivre en fait le lancement du projet jusqu'à sa création. Et donc, pour ça, elle propose vraiment une méthodologie sur mesure en passant par un diagnostic des besoins, un benchmark des solutions de l'ESS. Elle va constituer et animer une démarche collaborative. Comme je vous le disais, elle va modéliser du coup économiquement et juridiquement le projet, appuyer également parfois à la levée de fonds. Bref, elle va mettre en place toutes les briques nécessaires pour que le projet puisse voir le jour dans de bonnes conditions et toujours en mettant l'ensemble des acteurs concernés autour de la table pour que ce soit une solution co-construite. Donc ça, c'est vraiment l'ADN du projet. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ça, à me les poser dans l'onglet dédié. Donc ici, j'ai mis une petite slide qui détaille un peu les 4 phases de la méthodologie fabrique à initiative pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc la phase 1, c'est la phase de détection des besoins et des opportunités auprès du coup du territoire, hein, de ceux qui vivent, de ceux qui y travaillent également. La phase, un peu la suite logique de cette phase-là, la phase 2, c'est la phase de qualification du coup de ces besoins et des potentiels projets qui pourraient y répondre, pour pouvoir du coup affiner un peu quelle serait la solution, la réponse à apporter aux besoins identifiés. Et donc, on passe ensuite à une phase de conception de la réponse à travers l'étude d'opportunité, la mobilisation des acteurs locaux, jusqu'à l'accompagnement du potentiel porteur ou porteur au pluriel de projet jusqu'au lancement de l'activité. Et donc, à chacune de ces phases, la fabrique coopère avec les acteurs du territoire.
peut-être vous dire également du coup que c'est une méthodologie qui est en fait, en résumé, basée sur un processus inversé, hein, vous l'aurez compris, je pense, à présent. Mais on ne part pas du coup des envies et des compétences d'un porteur, mais le porteur est déterminé au cours de la démarche, voire une fois la faisabilité et l'utilité de l'idée validée. Donc, en fait, une idée peut être abandonnée ou retravaillée si elle n'est pas propriétaire au territoire, et c'est en ça que c'est vraiment un dispositif qui est innovant. Il y a de nombreux arbitrages qui sont effectués collectivement par les futurs bénéficiaires, surtout les partenaires du projet. Et donc, c'est en ça qu'on distingue bien la fabrique, par exemple, d'un incubateur de projet. Donc, peut-être pour résumer cette slide, je pense que le résume assez bien. On part d'un enjeu sociétal, que ce soit un enjeu social ou environnemental, et on va notamment en parler aujourd'hui. On peut aussi partir d'une ressource, d'un lieu à valoriser, à réinventer. Et on mobilise un large panel d'outils, enquête, diagnostic, concertation, qui vont permettre de pouvoir qualifier ces besoins, identifier les opportunités et les projets à développer pour pouvoir y répondre. Donc aujourd'hui, peut-être... alors oui, voilà, une slide supplémentaire si vous n'aviez toujours pas compris que la fabrique est vraiment le chaînon manquant entre les besoins du territoire et la création d'activités à impact. Et vous dire en quelques mots, du coup, comment est constitué le réseau aujourd'hui. Donc, c'est plus d'une trentaine de structures qui font partie du réseau, réparties sur le territoire national. Des structures qui, par ailleurs, ont souvent d'autres activités d'accompagnement des projets de l'ESS. C'est des structures qui ont vraiment, en général, une très bonne connaissance du territoire, un ancrage local très fort, et c'est ce qui fait aussi la force des projets qui émanent du réseau. Du coup, la capacité à fédérer les acteurs et les partenaires autour d'un projet. Une expertise, bien sûr, sur la création d'entreprises sociales, hein, puisque ce sont des acteurs de l'accompagnement à part entière. La capacité à modéliser ces projets, et puis un portefeuille varié de partenaires, comme on le verra dans quelques minutes pour détailler ça, qui sont leurs partenaires. Vous dire que la vie dans tout ça anime le réseau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on mutualise de la veille, on va pouvoir capitaliser, créer des ressources au service du réseau pour qu'il puisse se professionnaliser, essayer de construire des démarches communes à l'échelle nationale et mettre en visibilité et valoriser le réseau comme on peut le faire, par exemple, aujourd'hui à travers ce webinaire. Et bien sûr, on accompagne la création de fabriques dans les territoires qui en sont encore dépourvus. Voilà un petit peu un exemple des partenaires qui peuvent être mobilisés au cours d'une démarche Fabrique à Initiative. Donc, vous pouvez le voir, hein, je ne vais pas tous les citer, mais vous pouvez les voir sur la slide. C'est très varié. On retrouve autant des partenaires publics, privés et des citoyens, voire des experts académiques, etc. On va avoir vraiment tout au long, hein, même dès la détection des besoin de partenaires, hein, notamment les collectivités, les citoyens et les entreprises locales. Donc voilà, ça c'était pour un peu illustrer. Encore une fois, vous avez ici plutôt une vision toujours des partenaires de la Fabrique à Initiative, mais plutôt des partenaires aussi financiers. Donc, vous pouvez voir que ça peut être des fondations, ça peut être l'État, bien sûr, ça peut être des entreprises privées. On retrouve aussi beaucoup les collectivités locales, hein, puisque l'action est très territorialisée. Et puis également l'appui des réseaux de l'ESS, bien entendu. Voilà, donc ça répète un petit peu, mais c'est vraiment aussi cette idée à souligner que c'est un travail permanent d'animation territoriale qui est possible grâce à ces partenaires-là, et qu'il y a également des partenaires ciblés qui permettent de se mobiliser sur une thématique précise au besoin ou sur un territoire aussi précis. Quelques chiffres clés pour que vous puissiez avoir une idée de ce que représente le réseau. Donc en 2022, c'était près de 300 séances de créativité qui ont été menées, 164 études d'opportunités avancées, donc à l'échelle du réseau, hein, des 30 structures dont je vous parlais. Il y a eu vraiment plus de 4300 partenaires mobilisés. On compte au sens large tous les partenaires qui ont pu se rendre à des événements Fabrique à Initiative ou participer à une démarche. Et puis au final, quand même 47 nouvelles entreprises sur l'année 2022, dont 14 créations ex nihilo.
Je l'ai déjà un peu dit, mais vraiment rappeler que la fabrique, du coup, n'est pas un incubateur ni un cabinet d'études, hein. Je pense que vous l'avez compris aussi à ce stade. Peut-être sur l'incubateur, je ne vais pas forcément revenir sur la dimension cabinet d'études. Bah, évidemment, la fabrique est là pour animer le territoire et pas juste faire un diagnostic ponctuel. Elle va vraiment approfondir les idées. Elle est aussi, voilà, son mandat, c'est aussi de pouvoir pivoter. Sa mission, c'est de vraiment travailler les idées qui vont répondre à des besoins. Et donc, elle peut abandonner une idée si elle n'est pas prioritaire pour le territoire. L'idée, c'est vraiment de lancer une activité qui va être utile et non pas étudier une idée qui serait proposée par un partenaire et juste l'étudier elle toute seule. Un peu les thématiques qui peuvent être traitées. Donc, vous voyez, ça touche à tous les secteurs de l'activité possible dans la création d'entreprises d'utilité sociale. Donc, on voit quand même beaucoup de projets qui voient le jour, qui répondent à des besoins et des enjeux de transition écologique. Et ça fait un petit peu la transition parfaite avec du coup le témoignage de Yann, qui va pouvoir détailler le lien entre la fabrique à initiative, en prenant du coup, pour exemple, son expérience en tant qu'animateur de la serre à projet, et la transition écologique. Vous dire juste qu'il y a une vidéo aussi disponible pour savoir un peu plus voilà, des illustrations de ce que fait la fabrique dans les territoires. Elle est super, donc je vous recommande de pouvoir la visionner. Et je laisse la parole à Yann. Si vous avez des questions, j'y réponds à l'écrit, ce sera peut-être plus simple pour qu'on garde le timing. Bonjour à tous. Merci Alice et merci à la Vise plus généralement de me permettre de présenter notre fabrique. Donc bonjour, donc je suis Yann McLaughlin, je suis chargé de la serre à projet, qui est une fabrique qui est située en Meurthe-et-Moselle, donc en Lorraine. Et donc notre spécificité, c'est que nous, notre fabrique est centrée sur la transition écologique et solidaire. Donc en fait, on va se baser sur cette méthodologie fabrique, hein, le concept même de la fabrique, c'est-à-dire de répondre à des besoins qui sont non couverts sur le territoire. Et l'idée aussi, c'est de dynamiser ces territoires même en outillant en fait les acteurs du territoire, les acteurs publics, acteurs privés, pour qu'ils puissent opérer le plus facilement et le plus rapidement aussi leur transition. Grâce à la fabrique, on souhaite initier de nouvelles activités économiques qui soient engagées exclusivement dans la transition écologique, mais aussi faire émerger un entrepreneuriat qui soit le plus durable possible. En fait, nous, on a vraiment mis en place ce dispositif-là parce que, en fait, on s'est rendu compte que il y avait souvent des porteurs de projets qui avaient des idées, mais des idées qui ne correspondaient pas forcément aux besoins du territoire, ou alors ils avaient des idées mais n'osaient pas les mettre en place parce qu'ils n'avaient pas encore tout le panorama de ce des besoins en fait et de ce qui existait aussi sur le territoire. Donc nous, notre rôle, c'est effectivement de faciliter et accélérer en fait cette émergence d'activités dans la transition écologique et solidaire. Alors, la serre à projet est portée par deux structures. France Active Lorraine, qui est une association très connue et pionnière dans l'accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire, et également de Kepos, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui réunit en fait en son sein plus de 26 entrepreneurs engagés dans la transition écologique. Kepos est né en 2019 et a fait appel en fait à France Active Lorraine pour créer cette fabrique qui a cette spécificité de se centrer sur la transition écologique. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce binôme-là, c'est qu'on a d'une part une structure vraiment très spécialisée dans l'économie sociale et solidaire et une autre structure qui apporte vraiment son expertise sur la partie transition écologique. Ce qui veut dire que en fait, nous, tous les projets qu'on va faire émerger via notre fabrique se reposent sur ça, en fait, sur le fait qu'ils soient d'une part important au niveau de l'impact écologique, mais aussi de l'impact social. Donc voilà, ça c'est des points vraiment très importants. Il faut savoir aussi que nous, on a rejoint le réseau de fabriques en 2019-2020, puisqu'il nous paraissait très important de participer voilà, à l'émergence de nouveaux projets via cette nouvelle méthodologie, et on s'inscrivait vraiment
via voilà, notre processus, et aussi de confronter nos visions et méthodologies par rapport aux autres structures, puisqu'on a une manière de faire qui est un peu différente. On s'est un peu approprié en fait les outils de fabrique pour les adapter à notre territoire. Donc Alice a très bien décrit les différentes étapes, mais je vais juste les résumer par rapport à notre échelle. C'est qu'on a donc 5 étapes dans notre fabrique, qui est 1, détecter les besoins sociaux. Donc là, en fait, on va réunir des acteurs publics, acteurs privés, citoyens autour de la table pour faire émerger de nouvelles idées et par rapport aux besoins du territoire. Puis, en deuxième étape, on va inventer une nouvelle réponse. On va mettre en place ce qu'on appelle des études d'opportunité qui sont très rapides à mettre en place pour voir si le projet qu'on pourrait développer est viable ou pas. Troisièmement, on va passer la main à un porteur de projet via un appel à candidature. Quatrièmement, on va accompagner ce porteur de projet-là jusqu'à la création d'entreprise, qui est donc la 5e étape. C'est ce qui nous différencie un peu des autres fabriques. Pour vous donner un peu un panel de tout ce qu'on a déjà réalisé au sein de notre fabrique et des acteurs qu'on a pu accompagner, on a donc 7 grands pôles en gros d'activités. Le premier, c'est tout ce qui concerne le réemploi et le recyclage. On a par exemple une réemploi de mobilier, réemploi de matériaux de bâtiment, mais également dans le numérique avec des solutions qui sont plus écologiques en tout ce qui concerne par exemple l'hébergement. Mais aussi le réemploi encore aussi d'outils numériques. Tout ce qui concerne également la mobilité, la logistique. Donc là, on parle de cyclo-logistique, mais également de vélo-taxi, vélo-bus. Tout ce qui concerne le lien social. Par exemple, on a un tiers-lieu de la transition écologique. Le funéraire, parce qu'on a effectivement une coopérative funéraire qui est très, très impliquée dans la transition écologique. Tout ce qui concerne l'agriculture avec, par exemple, du compostage, mais également une micro-ferme florale. Et tout ce qui concerne l'alimentation, c'est beaucoup plus large, avec, par exemple, une conserverie locale ou tout ce qui est conseil en une alimentation durable. Cette année, on a sélectionné encore de nouveaux projets, donc on ne fait que évoluer. Par exemple, on a des projets qui concernent les couches et les protections lavables. Un autre projet qui concerne le garage rétrofit. Le garage rétrofit, très, très rapidement, en fait, bon, je résume la chose, mais c'est transformer une voiture à énergie, donc essence ou gasoil en électrique. Puis on a une autre thématique sur la lutte ou la valorisation des espèces invasives. Une autre sur les manifestations éco-responsables. Un autre sur le pôle du cuir et 3 autres encore sur le thème du réemploi. Le réemploi dans le domaine du médical, le réemploi dans le sport et loisirs, vous allez en savoir plus avec ma chère collègue Eva de Metz. Et puis le réemploi sur tout ce qui est jouets et enfance. Donc effectivement, nous, comme je vous ai dit, on a quand même une approche qui est un peu différente des autres fabriques, puisque en gros, on a quand même un peu ce rôle d'incubateur. On accompagne aussi les porteurs de projets. Donc pour les personnes qui vont intégrer notre fabrique, on va leur apporter quand même 4 choses. La première, c'est un appui à l'étude de faisabilité. Donc on va les aider à réaliser tout un dossier pour qu'ils puissent, d'une part, eux, avoir un carnet de bord, mais aussi des outils pour aller chercher des financements et des futurs partenaires. La constitution d'un groupe de projet, c'est-à-dire qu'on va réunir les acteurs autour de la table, acteurs publics, acteurs privés, de notre réseau, mais aussi d'un réseau plus élargi pour faire accélérer le projet. Puis, on propose également aussi des formations et des ateliers qui sont spécifiques à l'entrepreneuriat, dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire, mais également dans la transition écologique. Puis, on a aussi un accompagnement individuel en fait, qui se fait régulièrement jusqu'à la concrétisation du projet en lui-même. Il y a verdure juste avant, mais… Pardon. Juste après, voilà, juste là. Merci. Donc, depuis 2020, tout simplement, on a accompagné 26 projets
On a 21 activités qui ont été créées ou qui sont véritablement en cours de création, ce qui représente 21 emplois qui ont été vraiment créés pour le coup. Et puis, on a, depuis 2022, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, on a maintenant accompagné 2 quartiers prioritaires de la ville, puisqu'en fait, c'est vrai qu'il faut le souligner, c'est qu'on a un sous-dispositif de la SER qui s'appelle Quartier en transition, qui vise en fait à faire émerger des projets en lien avec la transition écologique, avec cette même méthodologie, parce qu'il nous paraissait très important de dire que la transition écologique est abordable pour tout le monde. En fait, il faut que ce soit accessible. Du coup, on a souhaité se déployer dans les quartiers. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Effectivement, dans le chat, il y a une personne qui te demande comment vous détectez les porteurs de projets. Les porteurs de projets. Mais je ne sais pas si du coup, peut-être que tu y as répondu, enfin, tu as répondu dans ta présentation, mais du coup, si tu peux refaire un petit zoom sur votre système d'appel à porteurs. Tout à fait. Alors, effectivement, pour chercher les porteurs de projets, on a un appel à candidature, c'est-à-dire qu'on va publier toutes les études d'opportunité qu'on a réalisées. On en réalise entre 6 et 8 par an. Et on fait cet appel à candidature en tout début d'année. Ça dure entre 1 mois et demi et 2 mois. Et donc, on va proposer aux porteurs de projets de se positionner sur les différentes thématiques que nous, on a ciblées, donc des thématiques qui répondent aux besoins du territoire. Et donc, le porteur de projet peut y répondre. Alors, après, parfois, lorsqu'on réalise nos études d'opportunité, on élargit notre réseau dans un domaine et parfois, on tombe nez à nez, on va dire en quelque sorte, avec le futur porteur de projet. Ça nous arrive. Mais sinon, non, ça peut être des personnes qui viennent un peu de n'importe où, en sachant que c'est des personnes physiques, donc des personnes lambda qui souhaitent créer leur propre activité, ou aussi des personnes morales, donc par exemple une association ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui souhaite développer un nouveau pan de son activité. Peut-être juste compléter à ce stade pour refléter un peu les pratiques du réseau. Donc là, effectivement, c'est une des options. Alors, Yann en a expliqué deux, c'est soit via l'appel, soit aussi en rencontrant au cours de la démarche le futur porteur ou les futurs porteurs. En réalité, il y a autant de façons de trouver un porteur que de projets, je pense, à l'échelle du réseau, surtout quand les fabriques ne fonctionnent pas avec une logique de promotion de projet et que ça se fait au fil de l'eau. La plupart du temps, c'est aussi un des challenges les plus importants pour la fabrique de trouver le porteur. Ça peut prendre du temps parce qu'en général, justement, si le projet passe en démarche fabrique, c'est bien que ce n'est pas si simple de trouver quelqu'un pour le porter. Donc, on peut trouver effectivement des porteurs personnes physiques. Ça peut être aussi parfois un projet d'essaimage. Donc, ça rejoint aussi ce que disait Yann sur… alors, soit c'est une structure du territoire qui se dit « mais en fait, je pourrais m'en emparer ». C'est un projet qui ferait sens pour mes activités en complément. Ou soit c'est… voilà, tout simplement un essaimage du projet et donc il faut trouver le porteur local, mais du coup ça peut passer aussi par le réseau national. Enfin, il y a autant de façons de trouver le futur porteur que de projets en réalité. Mais je laisserai Eva également au cours de sa présentation peut-être dire comment eux, au filon, ont trouvé leur porteur et puis comment ils le font de manière plus générale dans leur projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ? Alors, je vois une question qui propose le même schéma que la SARA Projet, si cela existe au Pays Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, ce que je vous propose pour toutes les questions, alors, il y a le réseau, en fait, l'ensemble du réseau Fabrica Initiative propose le même schéma. Ce ne sera pas exactement le même, puisque dans le réseau, il y a seulement la SARA Projet qui fonctionne en promotion, mais l'esprit de la fabrique est le même sur les 30 structures qui sont présentes dans le réseau. Et c'est d'ailleurs un accompagnement sur mesure, donc c'est peut-être encore plus adapté selon les besoins. Et donc, dans ce cas-là, je vous propose de tout simplement regarder sur la carte s'il y a une fabrique. Et sinon, je vais laisser mon adresse mail pour que je puisse vous orienter vers un acteur qui pourrait s'en rapprocher. S'il y a d'autres questions pour Yann, n'hésitez pas.
Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Yann pour cette présentation. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Et on va pouvoir passer à l'illustration concrète d'un projet pour que vous puissiez davantage vous immerger dans un processus fabrique. Et donc, je vais laisser la parole à Eva Conti, qui est déléguée générale de l'association Le Filon en Moselle, et Christophe Muller, qui est chef de service innovation sociale au Conseil départemental de Moselle. Merci par avance. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis désolée, ils ont eu la très bonne idée de faire des travaux ce matin. Donc, j'espère que ça va être jouable. Donc, moi, je m'appelle Eva. Effectivement, je pilote l'association Le Filon en Moselle et je suis accompagnée de Christophe. Donc, Christophe Hiller, bonjour à tous, chef du service innovation sociale au sein du département de la Moselle. On a le plaisir d'avoir été invité par l'AVIS pour vous raconter l'histoire de la recyclerie du sport. Donc, la recyclerie du sport, c'est un projet c'est un des tout premiers projets qu'on a porté au niveau du Filon. On est une jeune structure, on est une structure qui a déposé ses statuts en septembre 2021. Et donc, on a travaillé sur 2 projets dès le départ, dont la recyclerie du sport. Les tout débuts de la recyclerie du sport, donc on a parlé des fameuses 4 étapes, détection, qualification, conception, accompagnement. Donc là, c'est vraiment la première étape qui était en gros l'étude des besoins. Et on avait vraiment 3 besoins qui se percutaient, des besoins environnementaux. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de déchets au niveau du sport, constat qu'on avait partagé notamment avec Emmaüs, qui, eux, avaient du mal à revaloriser leurs objets liés au sport. Et puis, en parallèle de ça, il y avait la loi anti-gaspillage qui obligeait du coup les vendeurs à mettre en place la filière REP pour tout ce qui relevait des loisirs et du sport. Donc, il y avait des enjeux environnementaux très, très forts à ce moment-là. Des enjeux territoriaux aussi, parce que du coup, on a la question des Jeux olympiques qui arrivent en France, dont la Moselle est partie prenante. Et puis, vraiment cette nécessité, cette volonté de pouvoir promouvoir un sport responsable et zéro déchet. Réflexion qui était notamment portée par le comité départemental olympique des sports, qui pilote l'ensemble des clubs sportifs sur la Moselle. Et puis, des besoins sociaux. Alice, tu vas trop vite. Des besoins sociaux qui étaient de comment on pouvait favoriser l'accès au sport et notamment la problématique que les coûts pouvaient être importants, notamment sur certaines disciplines, et que si on arrivait à faire baisser justement ces coûts d'équipement, ça permettrait peut-être à des familles ou à, par exemple, des enfants qui changent régulièrement de pouvoir tester des sports au maximum. Et puis aussi d'accompagner les petits clubs dans leur transition écologique, petits clubs qui sont souvent gérés par des bénévoles. Voilà, donc ça, c'est 3 besoins. Donc là, j'ai repris, pareil, les grandes étapes. Donc, on a qualifié le besoin. Donc, qualifier, en gros, c'est vraiment essayer de surtout voir si ces besoins sont partagés. C'est que ce n'est pas juste la vue d'esprit d'une seule personne, mais de bien voir si, au niveau des acteurs que nous, on a repérés au niveau du territoire, si ce besoin est véritablement partagé. Donc, on a fait plusieurs entretiens avec Decathlon, avec le comité départemental olympique, avec Moselle Move qui pilote tout ce qui sont pratiques adaptées, avec les services départementaux de la PREF, Emmaüs. Enfin, voilà, on a essayé d'aller large. On a aussi pas mal benchmarké pour voir ce qui se passait en dehors de la Moselle, déjà au sein de la Moselle et en dehors de la Moselle. Donc là, on a notamment regardé un modèle qui nous intéressait beaucoup avec les recycleries sportives. Et puis, on a travaillé à la première conception du groupe projet. On arrive ensuite à la conception. Donc là, en fait, on réunit les acteurs. Donc, dans les groupes projets, on avait Decathlon, acteurs privés, on avait le département de la Moselle, avec le service innovation sociale qui arrivait plutôt en transverse par rapport aux différentes thématiques qui nous intéressaient, le comité départemental olympique, Zero Waste Metz, qui est une association anti-gaspi, Metz à vélo, qui est une association sur la pratique du vélo et les bourses à vélo, etc. Et donc, on a vraiment réuni 6 fois ce comité de suivi, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les comités de suivi, pour pouvoir modéliser, dessiner un scénario
qui s'adaptait aux besoins du territoire. L'idée, c'est vraiment d'être sur de l'ancrage. Donc, nous, notre rôle au niveau de la fabrique, c'est vraiment de travailler à cette animation, de faire les recherches connexes, de pouvoir travailler avec des outils d'intelligence collective, type des personas, type le SBMC qu'on a travaillé collectivement, travailler les offres. On a lancé également une enquête auprès des clubs pour pouvoir préciser leurs besoins. En est sorti du coup un véritable besoin en termes de réparation. Et ce qui nous a fait du coup nous diriger vers une solution de recyclerie du sport avec plusieurs éléments, de la sensibilisation, de la collecte, de la revalorisation et surtout de la réparation qui était une demande des clubs. Ce qui nous a du coup amené à associer un nouveau partenaire qui est Valo, qui est un partenaire de l'insertion, pour pouvoir monter une structure associative avec un chantier d'insertion afin de répondre justement à l'ensemble des besoins qui avaient été identifiés dans la solution. Quid du porteur? Donc, du coup, ça me permet de rebondir sur la question qui a été posée. Donc, effectivement, la question du porteur, c'est une vraie question. En gros, le porteur, soit il émane du groupe projet, c'est une personne du groupe projet, donc une personne morale ou physique qui se dit « Banco, moi, ça m'intéresse à fond, j'ai envie d'y aller, j'y vais ». Soit c'est le groupe projet qui se constitue en collectif. C'est arrivé, nous, sur un autre projet où vraiment l'ensemble des partenaires du groupe projet se constituent en collectif. Soit il faut aller le chercher ailleurs. Et donc là, en l'occurrence, on avait Valo qui voulait porter qui était OK pour porter la structure juridique, donc la nouvelle association avec le chantier d'insertion. Mais par contre, on n'avait pas forcément les personnes vraiment qui allaient piloter en fait cette association et ce chantier. Donc, on a fait un AMI, on a fait un appel à porteurs. C'était notre premier. C'était pas forcément facile comme exercice parce qu'en gros, c'est une offre d'emploi où les gens ne vont pas être payés au début et où ils vont créer vraiment leur poste et créer véritablement leur emploi avec notre accompagnement, bien évidemment. Donc, on a fait cet appel à porteurs et on a rencontré Laure et Thibaut, qui sont deux jeunes personnes qui souhaitaient se lancer dans l'aventure. Donc, ensuite, on a vraiment accompagné. Donc, c'est l'étape de la transmission. Donc, on transmet en fait l'ensemble des éléments que nous, on a pu engranger. On les inscrit aussi. Donc, le 6e comité de suivi, par exemple, a été fait avec eux de manière à ce qu'ils puissent rencontrer l'ensemble des partenaires, privilégier, etc. Et puis, on a lancé cette nouvelle association qui s'appelle l'association Écume et qui est maintenant salarie Laure et Thibaut et qui a également salarié sa première personne en insertion. On peut passer à la prochaine. Donc, voilà, donc là, vous voyez Laure. Donc, Laure, c'est une enseignante balleuse. En plus, elle est vraiment issue du monde du sport. Et donc, l'idée, c'est vraiment de donner une seconde vie à du matériel sportif, soit en le revalorisant, en le revendant, en l'upcyclant ou en le réparant. Et puis, il y a tout un axe sensibilisation avec des actions autour du zéro déchet, mais autour du sport également. L'idée, c'est d'être vraiment à cheval entre les deux. Donc là, c'est quelques petits chiffres qui vous donnent un peu les retombées de la recyclerie en 2022. Peut-être pour vous donner des données de timing, donc on a présenté la première étude de qualification, donc là où on analyse les besoins au mois de septembre 2021. Ensuite, on a eu à peu près un comité de suivi par mois. On a lancé l'appel à projet pendant un mois de février à mars. En avril, on a retenu les appels à porteurs, les porteurs de projets pour travailler sur la transmission à partir d'avril. Et on a vraiment l'association et le salariat a débuté en octobre. Voilà, ça vous donne une idée. 1 an, en gros, ça a duré 1 an. C'est plutôt une étude rapide. Voilà. Donc voilà, là, c'est quelques chiffres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on se rend compte qu'en fait, l'impact environnemental peut aller très, très vite sur ce type de projet. On peut passer à la suite. Et donc, en gros, l'intérêt aussi pour les porteurs, c'est qu'en fait, c'est rassurant aussi de passer par un dispositif comme la fabrique à initiative parce que de 1, ils peuvent se reposer sur un collectif qui a déjà été monté dans le cadre du groupe projet. De 2, nous, on les met aussi en lien avec l'ensemble de nos réseaux de partenaires. Et là, en l'occurrence, ils ont pu postuler à l'appel à projet innovation sociale porté par le département qui vous sera présenté plus tard. Ils ont été accompagnés par un fonds de dotation territoriale
Metz Mécènes Solidaires, qui est un acteur assez important en termes de financement sur la Moselle. Là, ils ont reçu le prix coup de cœur sur la photo d'un événement qu'on coporte avec Metz Mécènes Solidaires qui s'appelle Success Stories, où en gros, les projets locaux sont amenés à présenter leurs projets et le public vote pour le projet dont il a envie. Donc voilà, en gros, ça permet aussi de les ancrer et de les installer dans un écosystème et de les mettre en lien avec l'ensemble des partenaires qui gravitent dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est plus confort pour eux. Et après, nous, au niveau du filon, on a la fabrique à initiative. Mais après, à côté de ça, on a un incubateur qui permet du coup d'accompagner les porteurs de projets qui seront identifiés dans le cadre des projets. Donc là, en gros, Laure et Thibault ont pu aussi bénéficier à la carte des formations qui sont dispensées par notre incubateur. Voilà. Je vais laisser la parole à Christophe qui va dézoomer un peu l'action du filon et l'action de l'ESS en Moselle. Merci Eva pour cette belle présentation. Effectivement, j'aimerais juste que vous puissiez bien comprendre le contexte, notamment le contexte territorial dans lequel s'inscrit le projet. Avant tout, déjà, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le département de la Moselle, donc on est millionnaire en habitants et on est composé d'une métropole, donc l'Eurométropole de Metz, et 19 intercommunalités. Au niveau du budget, on a un budget d'1 milliard d'euros au niveau du département et sa logique d'action, c'est vraiment centré autour des territoires. Donc là, vous voyez la cartographie, il y a 5 bassins de vie qu'on considère comme les 5 territoires Moselle Solidarité et c'est à cette échelle-là aussi qu'on peut travailler avec Eva et les partenaires de l'ESS. Et je salue par la présence les collègues qui sont peut-être en ligne et les agents départementaux qui sont vraiment au service des missions départementales, ainsi qu'éventuellement les élus qui nous écoutent et voilà, avec qui on travaille très bien. Sur les valeurs un petit peu départementales, donc c'est la slide suivante, on a effectivement un grand enjeu au niveau de l'attractivité. Le département de la Moselle a toujours été historiquement ouvert à la fois sur l'Europe, ouvert sur le monde, en raison notamment de la géographie. Mais du coup, très tôt, on a pris conscience des effets de la mondialisation, des effets néfastes, et en fait, on a vraiment travaillé sur une marque territoriale partagée. Donc MOSL, donc Moselle sans limite, qui permet aussi de contrecarrer un petit peu ces effets-là et aussi de travailler les produits, les circuits locaux, les circuits courts qui sont quand même un enjeu en termes de développement durable. Ça fait la transition puisqu'on a également une action qui s'appelle Moselle Durable au sein du département. En fait, en 2012, on a signé une convention avec Jean-Marie Pelt, pour certains, qui n'est pas inconnu pour certains, j'imagine, qui est une grande figure de l'écologie, et avec qui on a structuré en fait un plan d'action annuel au niveau du département avec les agents départementaux, et il y a un réseau d'ambassadeurs qui existe dans chacune des directions, ce qui permet aussi de faire jouer la transversalité au sein des services, et notamment notre politique d'aide aux collectivités Ambition Moselle s'est inscrit en fait dans l'ensemble des objectifs du développement durable promus au niveau national. Donc, ça, c'est effectivement un enjeu fort, tout comme l'enjeu de solidarité, donc, qui est au cœur des missions départementales. Vous savez qu'on est chef de file et quasiment la moitié du budget est consacré à cet enjeu-là. Donc, on a à la fois les métiers de l'enfance, de la PMI, de l'insertion, de l'autonomie. Et encore une fois, une logique de territorialisation. Avec Eva, on va revenir là-dessus, mais on a 5 délégués de territoire qui font un super job pour représenter le département dans chacun de ces bassins et offrir aussi cette transversalité sur les territoires. Et ce qui était intéressant de noter, c'était aussi en réponse à la crise sanitaire, le département de la Moselle a vraiment innové dans ses pratiques et en fait a permis de créer plusieurs plans de relance qui a permis de simplifier les dispositifs quand ça s'y prêtait. Et l'ESS a complètement été inscrit dans ce champ d'action et nous a également permis d'offrir des réponses nouvelles. Par exemple, je pense à la fabrication des masques. Et en fait, ça a vraiment été un mode collaboratif d'intervention. Et c'est ce que, effectivement, je voulais que vous puissiez comprendre aussi cet effet-là. Et cette transversalité-là, on la joue également avec nos partenaires de l'écosystème, dont la fabrique à initiative. Et voilà, je voulais simplement sur la diapo suivante présenter le service.
Alors, qui sommes-nous? Nous, on a été créé en 2019 au sein de la direction de la solidarité. On a 6 collaborateurs qui sont très impliqués, passionnés, passionnants dans leur domaine. Un budget annuel qui représente aujourd'hui 500 000 €. Et en fait, on est centré à la fois sur la stratégie économie sociale et solidaire, dont on va parler, mais aussi sur l'achat responsable, les clauses sociales dans les marchés publics, ou encore des logiques d'expérimentation dans le bien vieillir à domicile, la santé, ou un appel à projet télémédecine également. Et plus globalement, en fait, notre enjeu, c'est de travailler sur la veille en matière d'innovation sociale, voir ce qui se passe dans les autres territoires et essayer avec les partenaires de l'ESS, pourquoi pas, de s'inspirer, de faire écho en fait, à ces logiques-là et de se dire la Moselle peut être également peut-être un terrain d'innovation par rapport à ces nouveaux chantiers. Donc, en fait, on va s'appuyer sur plusieurs modalités. Donc, un outil qui est structurant, qui est l'appel à projet innovation sociale. Donc, je vais revenir en détail. L'écosystème dont Eva a parlé, notamment l'écosystème ESS, le développement des partenariats et des projets. Donc, ça, c'est à la fois les missions confiées à la fabrique, mais aussi aux partenaires de l'ESS, qui est logique d'incubateur de développer des projets ESS, mais aussi logique fabrique à initiative en partant des besoins sociaux, qui est vraiment l'ADN du service innovation sociale. Et enfin, cette logique de transversalité, parce qu'on est face à des problèmes qui sont souvent globaux. Quand on parle d'habitat, quand on parle de sport, aussi quand on parle de santé, on est face à des enjeux globaux et souvent, ce n'est pas à l'échelle d'un seul service, d'une seule direction, d'un seul territoire qu'on peut trouver les bonnes réponses. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment jouer de manière collective. Donc, sur les slides suivantes, alors celle-là, je l'ai présentée, on peut passer à la suivante. Là, c'est pour vous présenter en fait, le champ d'intervention, il est quand même très large. Et je pense que Eva, elle est confrontée, ou Yann, ils sont confrontés au même sujet, c'est-à-dire qu'on peut être sur des périmètres d'intervention très, très larges, avec forcément des écosystèmes qui sont complètement différents, des champs d'intervention public-privé qui sont complètement différents. Donc, ça demande une capacité d'adaptation très, très forte à chaque fois. Sur la slide suivante, on peut faire un petit focus sur l'appel à projet innovation sociale. Donc ça a été aussi instauré en 2019. Et l'idée, en fait, c'est de permettre à des projets d'émerger, d'obtenir un financement. En fait, c'est souvent des projets qui ne rentrent dans aucune case. Aucun dispositif public qui existe permet de financer ces projets-là. Et en fait, grâce au réseau, on a installé un comité d'experts qui permet d'identifier effectivement comment est-ce que le nouveau projet va pouvoir s'inscrire dans le paysage? Est-ce que ça répond réellement à un besoin social? Et ce comité d'experts, il va à la fois se composer des partenaires de l'ESS, dont la Fabrique à Initiative, mais également France Active, dont on a parlé, MES Mécène Solidaire, la CRES, le DLA, mais aussi de nos directions métiers et aussi de nos territoires. Parce que c'est important pour nous, en fait, aussi, peut-être d'acculturer nos services sur les enjeux ESS qui émanent, mais inversement, d'avoir l'expertise de leur part sur leurs difficultés, leurs problématiques au quotidien, ou peut-être des champs de besoins sociaux qu'on n'avait pas identifiés au départ. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 63 projets lauréats depuis les 4 premières vagues. Ça représente 400 000 € mobilisés. Ça a été inscrit également au titre du plan pauvreté, donc on a un très bon partenariat avec l'État sur ce plan-là, et qui permet aussi avec les services de les impliquer dans le montage des projets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2022, notre direction aménagement du territoire a lancé un appel à projet innovation environnementale, qui est un petit peu l'appel à projet un peu miroir, et qui permet en fait, voilà, là encore, de se doter d'outils nouveaux pour répondre peut-être aussi à une nouvelle demande, à la fois des élus du territoire, des porteurs de projets, et puis des besoins surtout des publics qu'on cible. Voilà, là, c'est une illustration. Il y a donc une soirée innovation sociale qui a été créée, organisée l'année dernière, avec l'animation des Petites Rivières, donc Sébastien Lévrier, qui est sans doute connu aussi dans le réseau,
Et pour la première fois, donc, on a remis un prix départemental. Donc là, c'était la conserverie locale. Et l'idée, c'était de faire venir les porteurs de projets, puisqu'ils n'ont pas forcément toujours l'habitude de se côtoyer et de pouvoir permettre un moment, un temps d'échange et de respiration pour eux, de se partager les bonnes pratiques. Et plusieurs projets en fait, qui émanent aussi des logiques de développement durable ont émergé dans l'appel à projet innovation sociale. Donc, la cravate solidaire, par exemple, qui permet de réutiliser des vêtements et qui permet de faire travailler en fait l'image de soi pour les personnes en insertion avec des coachs en images qui sont présents dans cette structure. Et ce qui est intéressant de noter sur la cravate, c'est que en fait, elle a à la fois été, elle a émergé en Moselle grâce à l'appel à projet et grâce au réseau ESS, mais aussi maintenant, elle est dans une logique d'essaimage sur le territoire et également, pourquoi pas, de logique d'aller vers, donc en se dotant d'outils qui permet de ne pas être centré seulement sur des sites physiques, mais aussi d'aller au contact sur l'ensemble d'un territoire. Donc, on est vraiment dans des logiques de projets qui grandissent petit à petit. Il y a des projets aussi sur les équipements informatiques avec PC Solidaire, qui travaillent sur du reconditionnement vers des publics en difficulté, et une logique, un modèle économique complètement nouveau. La recyclerie sportive, pardon, mais aussi des logiques autour de supermarchés coopératifs, les petites cantines, conciergerie solidaire. Voilà, tout type de projets qui sont un peu nouveaux. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que, par exemple, l'État s'est inspiré aussi par exemple, des jardins partagés qui ont émergé dans l'appel à projet pour monter en fait une politique publique dédiée à ce type de logique. Les jardins partagés qui permettent de l'insertion. Et voilà, petit à petit, ça donne aussi des idées aux partenaires publics. Et ça, c'est intéressant aussi pour l'avenir, pour structurer en fait l'écosystème de la meilleure des manières possibles. Voilà, ça c'était pour montrer l'étendue du partenariat avec qui on travaille aujourd'hui. Et vraiment dans un mode collaboratif, c'est ce qu'a évoqué Eva aussi tout à l'heure. Je reviens juste sur les 3 missions avant de passer à Moselle Terre de Jeux. Les 3 missions qu'on a confiées précisément à la Fabrique à Initiative, c'est effectivement de travailler sur cette logique de détection des besoins sociaux et les transformer en projets, mais aussi travailler sur le volet incubateur pour aider des porteurs de projets. Voilà. Et on sent toute la qualité de l'accompagnement qui est faite par l'incubateur, mais aussi par le réseau, encore une fois, de tous ces partenaires qui permettent, avec chaque ingrédient en fait, qui sont spécifiques à eux, d'avoir une vraie boîte à outils sur l'ensemble du territoire et qui permettent à ces porteurs de projets d'évoluer, de grandir. Et une 3e mission qui consiste effectivement à évaluer un petit peu les demandes qu'on a au niveau de porteurs de projets ESS et qu'on ne connaît pas forcément, d'avoir un peu ce regard, cette expertise qu'ils ont de leur côté. Voilà, donc c'est trois champs de mission qu'on a confiés à la Fabrique à Initiative et on est très heureux de travailler avec Eva et toute l'équipe, et le président Heinz, avec qui ça se passe très, très bien. Et en même temps, je trouve que la fabrique qui a été créée, donc effectivement, il y a seulement 2 ans, produit déjà des vrais résultats très intéressants. Et en plus, tous les acteurs ESS se sont mis autour de la table pour se dire, là, il y a un vrai besoin de construire cette fabrique et se sont impliqués tout au long du projet. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, la dernière slide, c'est pour un petit clin d'œil, effectivement. Donc, la Moselle a été labellisée Terre de Jeux 2024. Et nul doute que la recyclerie du sport sera un des acteurs importants par rapport à ce projet-là. Et on va essayer de le faire vivre au mieux sur l'année qui vient, jusqu'en 2024. Donc, l'idée, c'était aussi de vous expliquer au niveau du filon comment nous, on travaille justement avec les partenaires. Donc, le département, c'est vraiment un partenaire qui a été avec nous dès le départ et on essaye vraiment de ne pas travailler les partenariats uniquement sur une logique financière. C'est-à-dire qu'en gros, pour nous, un partenaire, ça peut être vraiment un partenaire financier, ça fait partie de notre modèle économique, on reste une structure associative,
Mais au-delà de ça, chacun, en fait, on part du principe que chacun peut apporter son expertise et que du coup, chaque partenaire a aussi son regard, son appui technique, son expertise d'usage, son expertise technique, etc., qui peut du coup appuyer et abonder pour que le projet se solidifie dans le temps, puisse qu'on ne parte pas non plus dans n'importe quel endroit et puis qu'au final, on se dise « Ah ben non, mais en fait, là, on va droit dans le mur ». Donc, en gros, on a mis en place ce que nous, on appelle les comités d'engagement. Alors, on aime bien les en fait, c'est les journées filon maintenant. On a essayé de simplifier le truc. On a un modèle économique au niveau du filon qui mixe vraiment du financement privé et du financement public. On a la chance d'avoir dans nos membres fondateurs un fonds de dotation territoriale qui nous a permis justement d'ouvrir cette voie au mécénat. Donc, on a à peu près maintenant, on va dire, 45% de financement public, donc région, département et Eurométropole de Metz. Et puis, le reste en financement privé. Et 3 fois par an, on fait une grande messe dans nos locaux et on invite l'ensemble de nos partenaires financiers, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a également des partenaires opérationnels type CRES, le COGEP qui porte le DLA en Moselle, la Serra Projet que vous avez eu tout à l'heure avec Yann, parce que c'est nos voisins et qu'on veut justement travailler en intelligence. Et l'idée, c'est vraiment pendant une journée, de passer en revue tous les projets. Donc, les projets de la fabrique à initiative, faire un petit point d'étape, de faire valider aussi, c'est-à-dire qu'on a, une fois qu'on a fait une qualification, on demande en fait à l'ensemble des partenaires de voter. On a travaillé sur une grille de critères qui permet de dire on y va, on n'y va pas, est-ce qu'on continue l'étude, est-ce qu'on continue à passer du temps et donc de l'argent sur ce sujet-là. Et puis, ces journées filon permettent aussi la rencontre entre les porteurs de projets qui sont accompagnés dans le cadre de l'incubateur avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir justement ouvrir aussi sur des pistes de partenariat et de financement des projets qui sont accompagnés. C'est des journées qu'on veut, alors Christophe pourra dire ce qu'il en pense, mais en tout cas, c'est des journées qu'on veut quand même assez conviviales. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir discuter, d'échanger, de confronter des points de vue. On les fait aussi travailler on a mis en place des ateliers thématiques. Donc là, les sujets des ateliers thématiques sont choisis par les partenaires. Donc, on a eu un premier atelier thématique sur le sport. Là, on va en avoir un second qui doit être lancé courant 2023 autour de la mobilité dans les zones rurales. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse réfléchir ensemble et que ce ne soit pas juste une logique de « on vous donne de l'argent, vous faites ». Ce n'est pas du tout dans cette logique-là qu'on s'est inscrit. Et après, d'un point de vue plus privilégié avec le département, le fait d'avoir ce service innovation sociale, ça nous permet aussi d'avoir une entrée pour pouvoir aller chercher dans l'organigramme, parce que c'est très transversal à chaque fois. Et des fois, on ne sait pas trop à quelle porte taper. Et donc, du coup, ça nous permet aussi d'avoir cette entrée pour savoir où est-ce qu'il faut qu'on aille rencontrer les bons partenaires. Et puis, ces fameux délégués territoriaux qui sont vraiment des alliés très, très précieux pour nous et qui nous permettent là, pour le coup, d'avoir des entrées sur les différents territoires, sachant que la Moselle est divisée en 5 territoires. Donc voilà, en gros, par rapport au comment nous aussi, on a envie d'intégrer nos partenaires. Super, merci beaucoup Eva et Christophe pour ce témoignage très complet. Je pense que ça suscite des questions, alors n'hésitez pas à les poser. On a le temps, on a prévu voilà, 10 minutes pour les questions-réponses. Je suis désolée, ma souris est très sensible, du coup je passe les slides parfois très rapidement. Il y a les contacts du coup aussi qui vous seront envoyés de Yann, Eva et Christophe à l'issue à travers le PPT qu'on va vous fournir. Mais voilà, n'hésitez pas. Donc, peut-être Eva, si tu veux détailler, je crois qu'il y avait une question de Stéphane te concernant comment ton poste est financé. Ouais. Alors, donc moi, je ne suis pas toute seule au niveau de la structure. On est plusieurs, on a 2 pôles. Comme je l'expliquais, en fait, nous, on a la chance d'avoir un financement essentiellement socle, c'est-à-dire que l'ensemble des financements qu'on peut avoir n'est pas fléché
sur une action en particulier. Par contre, on a effectivement des financements fléchés pour des postes, notamment pour la fabrique à initiative par la région Grand Est. La région Grand Est a mis en place un dispositif qui s'appelle les fabriques de territoire à utilité sociale. Et donc, en gros, je vais simplifier vraiment, mais en gros, l'ensemble des fabriques à initiative sont financées par la région Grand Est dans le cadre de ce dispositif. Et donc là, pour le coup, c'est fléché sur des postes. Mais sinon, nous, on a un modèle... Je crois qu'on a un modèle un peu atypique par rapport à d'autres fabriques à initiative en termes de financement, parce qu'effectivement, on a vraiment cet apport de financement privé et pour l'instant, on a cette chance d'avoir du financement socle. Et ce qu'on n'a pas dit quand même et qui est non négligeable, c'est que le département, effectivement, nous, pour des structures comme la nôtre, les pluriannuels, les financements pluriannuels, c'est ce qu'on recherche parce que c'est ce qui est confort en termes de fonctionnement. Et là, pour le coup, le département s'est véritablement engagé sur un financement pluriannuel, ce qui est vraiment hyper chouette. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à côté. Non, c'était très bien. Effectivement, peut-être dire à l'échelle du réseau, on voit souvent effectivement des fabriques qui sont financées, alors à la fois pour certaines et par un pot commun, qui va être abondé par les collectivités territoriales sur lesquelles la fabrique peut agir, parfois à l'amont des territoires, et puis on peut retrouver également des fondations, d'autres partenaires privés. Et puis après, pour le reste, ça va être une logique projet. Donc par projet, la fabrique va pouvoir trouver des financements pour agir. Je vois qu'il y a une autre question. C'était juste, voilà, très bien, merci. Dire un mot sur Territoire Zéro Chômeur, parce que j'ai vu qu'il y avait une marque aussi, ça ressemble à Territoire Zéro Chômeur. Alors peut-être juste dire qu'à l'échelle du réseau, en fait, les fabriques s'impliquent parfois dans l'accompagnement d'un territoire à la candidature Territoire Zéro Chômeur pour pouvoir effectivement, toutes les phases 1, 2, détection, qualification, permet en fait de pouvoir savoir mener un diagnostic et savoir quelle serait l'entreprise à but d'emploi, l'EBE qui pourrait voir le jour. Donc, on retrouve effectivement une complémentarité des dispositifs. Pour autant, la fabrique, à la différence de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, va pouvoir agir de manière plus large, au-delà de simplement de l'objectif de la création d'une EBE pour les demandeurs d'emploi. Et donc, c'est en ça que c'est quand même très différent, mais on retrouve tout à fait et bien vu la même logique d'action. Je ne sais pas si Eva, tu veux dire quelque chose. Alors, nous, effectivement, on n'a pas de territoire zéro chômeur sur notre territoire. Il y a eu un prémisse, un projet, mais qui a été avorté, mais on s'était positionné pour pouvoir travailler avec eux. La différence aussi pour moi, mais je ne maîtrise pas bien, c'est que territoire zéro chômeur, il y a vraiment les tout premiers, les départs qui peuvent être où là on peut travailler ensemble, mais après on s'intéresse surtout beaucoup aux chômeurs, donc aux personnes qui sont en situation de recherche d'emploi. Et donc du coup, l'idée c'est aussi comment l'EBE va s'inscrire au regard de ces profils-là par rapport aux compétences que eux peuvent apporter. Voilà, nous on s'intéresse beaucoup au territoire et aux besoins, et le territoire zéro chômeur à un moment va dévier son action sur les personnes qui sont accompagnées dans le cadre de la future EBE. Donc, c'est peut-être là aussi où en fait, on peut être vraiment arrivé en complémentarité. C'est là où ça peut être super intéressant. Mais on n'en a pas nous encore. Merci, Eva. Sur les Hauts-de-France, je vois qu'il y a pas mal de questions de personnes intéressées de savoir s'il y a des futures fabriques qui sont prévues. Alors, on a eu des contacts, on a eu des essais. Actuellement, la seule structure qui est proche du réseau et qui va peut-être rentrer en expérimentation, c'est le PTCE autonome sur le territoire de Valenciennes. Mais voilà, c'est encore en cours de construction. En tout cas, il y a des démarches et des missions qui sont proches. Donc, c'est une possibilité, voilà, pour répondre à la question de Marie. Mais c'est uniquement sur ce territoire-là. Il y a encore de l'espace en France.
Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je me disais, vu qu'on a un petit peu le temps, peut-être, Eva, ce serait intéressant que tu reviennes sur les comités de sélection et d'engagement, parce que je sais que justement, vous collaborez avec justement la Serra Projet France Active Lorraine, et donc ça peut être intéressant. On a écouté le témoignage de Yann avant le vôtre, de faire le lien. Oui, donc peut-être pour reprendre, donc on a ces fameuses 4 phases, hein, donc la détection, la qualification, la conception, l'accompagnement. Donc nous, en fait, sur la phase 1 et 2, donc la détection et la qualification, là, on va travailler, comment dire, ça va faire l'objet d'une note. C'est-à-dire qu'on va travailler à la rédaction d'une note où on va travailler sur le contexte, sur le territoire qui est repéré, si c'est repéré, le public, les besoins, enfin voilà, les premiers concepts qu'on a repérés également, les premiers benchmarks, etc., etc. Cette note est envoyée à l'ensemble de nos partenaires qui sont amenés à voter. Donc, les partenaires financiers ont un vote délibératif et les partenaires opérationnels ont un vote consultatif. Donc, en gros, on va présenter le projet. On va faire un échange, questions, réponses, voir si ça bouge pas, etc. Et puis ensuite, on a mis en place une grille, donc avec une note d'engouement, parce que ça nous semble important aussi de porter des projets auxquels on croit. Ensuite, des critères sur l'impact sur le territoire. Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que ça peut générer de l'emploi? Est-ce que l'idée est innovante? Est-ce qu'il y a un potentiel de modèle éco? Et ensuite, tout ce qui va relever des facteurs facilitants. Est-ce que l'idée a besoin du filon pour émerger? Est-ce qu'il y a besoin d'une démarche fabrique véritablement ou pas? Est-ce que le collectif d'études pressenties semble solide? Est-ce que les conditions exogènes à l'idée sont réunies? Donc, ce qu'on appelait conditions exogènes, c'est en gros la maturité d'un territoire. Je vais vous donner un exemple très concret. On avait réfléchi à implanter un modèle comme VRAC dans un QPV de Metz. Et en fait, les questions même de développement d'alimentation durable étaient des non-questions en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on en était à des urgences sociales qui étaient déjà comment les gens peuvent se nourrir. Et on se rendait bien compte qu'en gros, ce n'était pas le moment. L'urgence sociale, elle n'était pas sur le développement durable, l'alimentation durable, elle était véritablement sur l'accès à manger et dignement. Donc voilà, donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la maturité du territoire. Est-ce que l'idée pourra se concrétiser rapidement? Donc, on a avec pas mal d'entrepreneurs du privé dans nos comités d'engagement, donc on a un objectif de résultat. Est-ce que l'idée est issue d'un modèle existant et notamment d'un essaimage qu'on considère, nous, comme un élément facilitant? Et donc, tout ça, en gros, on leur demande de noter, hein, c'est 1 à 10, et ça va donner une moyenne sur 10. Et tout ce qui va être au-dessus de 6 sur 10 va passer en étude. Donc, c'est l'étude, c'est en gros, c'est la conception, la mise en place du groupe projet, et puis jusqu'à la création du projet. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas des questions brûlantes qui a été communiquées sur le chat. Moi, je me dis que ça peut être intéressant pour conclure votre témoignage, peut-être de parler des autres projets en cours, des perspectives, mais vraiment en 2 mots. Dire, voilà, donc là, on a fait un zoom sur la recyclerie sportive. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les bacs? Si oui, lesquels? Est-ce que c'est des projets qui vont répondre à des enjeux de transition écologique? Oui. Donc, au niveau de la fabrique à initiative, on a plusieurs projets en cours. Alors, comme je vous le disais, recyclerie du sport, c'est un projet qui a été rapide. Sur une étude, c'est très difficile de timer une étude parce que en fait, c'est tributaire de plein de choses, tributaire du collectif, tributaire aussi des aléas, de recherche de local, etc., etc. Donc, des fois, ça peut être assez long. En tout cas, on a un projet en cours qui s'appelle Miam, qui est une offre de restauration par et pour les étudiants dans une maison des étudiants au campus de l'Université Lorraine au Saulcy, donc à Metz. Et donc là, on est vraiment sur la fin et on a l'AG constitutive le 17 mai. Donc, on va déposer les statuts. Et là, typiquement, on devait vraiment lancer l'activité en dur au mois d'octobre à la rentrée universitaire. Mais les travaux qui permettaient d'avoir une vraie cuisine sont reportés de 1 an.
Et les travaux sont financés par l'Université Lorraine. Voilà. Mais donc ça, c'est un projet qui avance plutôt bien. On a un projet autour d'un incubateur culinaire, notamment en lien avec l'alimentation durable. Donc là, on va dire que c'est encore en écriture, on est encore en jachère, quoi. On a repéré un lieu, on est en train de refaire un projet. Enfin, voilà, c'est un projet qui est un peu complexe. On a une épicerie sociale et solidaire du côté de Boulay, donc, qui est plutôt en zone rurale et périurbaine et rurale. Et donc là, l'étude d'opportunité est faite. Donc, le besoin est validé, le modèle éco est dessiné, le scénario est fait. Et là, on recherche un porteur. Voilà, on avait la question sur les porteurs. Donc, voilà, des fois, ça peut être aussi un frein au lancement. Donc là, on va lancer un appel à porteurs très prochainement. Et puis, on accompagne également un tiers-lieu, enfin, un couvent qui réfléchit à sa reconversion en tiers-lieu. Donc là, du côté de Saint-Jean-de-Bassel, donc vraiment en milieu très, très rural. Et donc, on a déposé les statuts pour le café associatif qui va s'appeler le Café Kibou, qui va du coup être le premier projet du faire ensemble au sein du tiers-lieu. Et on accompagne également la recherche de nouveaux projets là, avec l'ensemble des partenaires du territoire. Et on a des pistes sur une micro-crèche en lien avec les personnes qui sont en insertion, notamment les femmes. Et puis, des réflexions autour de la formation et de l'habitat. Voilà. Merci Eva. Et je t'embête avec une dernière question qui me semble assez intéressante, qui vient d'être posée. Donc, je te la lis. Les besoins ne sont-ils pas toujours un peu les mêmes sur des territoires qui se ressemblent, donc en théorie transposables? Donc, les vrais défis ne sont-ils pas de trouver les bons porteurs et les partenariats financiers permettant de pérenniser les projets au-delà de leur lancement? Ah ah. C'est une très bonne question. Alors, oui, d'une certaine manière, on retrouve, si on dézoome au niveau des grands besoins environnementaux et sociaux, on retrouve plus ou moins les mêmes. Oui, à l'échelle d'un territoire, on a des besoins qui sont récurrents et qui reviennent. Par exemple, l'autonomie, la question des seniors, etc., etc. Après, on a quand même des spécificités. Un territoire est plus ou moins avancé sur telle ou telle problématique, à des acteurs aussi qui sont impliqués et implantés de manière plus ou moins forte. Par exemple, rien qu'en Moselle, il y a des territoires où on va avoir beaucoup d'acteurs et on a d'autres territoires où on a peanuts, on n'a rien, on n'a personne. Et donc, du coup, l'enjeu va être effectivement de trouver un porteur, et là, je vous rejoins, mais en même temps, c'est par l'animation territoriale, par le travail d'ancrage territorial, par la requalification du besoin à cet endroit-là spécifiquement et le travail ensemble avec les différents porteurs, les différents partenaires, parties prenantes du projet, qu'on va justement pouvoir faire émerger et qu'on va pouvoir faire émerger une idée et qu'on va pouvoir potentiellement aller chercher un porteur, peut-être même d'ailleurs, qui va vouloir venir du coup en Moselle pour pouvoir s'implanter. Donc, oui et non. Voilà, la réponse, c'est oui, les besoins se retrouvent, mais après, on a quand même des spécificités. Alors là, je n'ai pas d'exemple à proprement dit, mais par exemple, voilà, le tiers-lieu, là, à Sarrebourg, on est vraiment au bout de la Moselle. Et en fait, on se rend compte que leur terrain de jeu, elle n'est pas sur la Moselle, elle est plutôt sur l'Alsace et sur la Meurthe-et-Moselle. Et donc, du coup, ça va redessiner des partenariats, ça va redessiner aussi des problématiques liées ne serait-ce qu'au financement. Enfin, voilà, parce que du coup, comment on justifie un financement de la Moselle alors que finalement, les niveaux d'intervention vont être beaucoup plus larges et vont toucher 3 départements? Est-ce qu'on peut quand même aller chercher des financements ailleurs que sur le département? Enfin, voilà, c'est tout plein de petites questions qu'on va se poser quand on va travailler sur les modélisations. Je te rejoins totalement, Eva. Je pense effectivement que dans le sens large, on va retrouver les mêmes besoins, mais que plus on affine, en fait, plus on se rend compte qu'il faut prendre en compte tout un tas de critères propres au territoire et on va retrouver pas du tout le même taux de pauvreté, de vieillissement. Enfin, il y a tout un tas de critères qui quand même varient fortement d'un territoire à un autre, même si dans les grandes lignes, on est d'accord qu'il y a des besoins socio-environnementaux qu'on retrouve partout.
Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire, mais je tenais, dans les 10 minutes qui nous restent, à quand même vous partager des ressources, parce que je sens que parmi les participants qui nous écoutent, il y a pas mal de structures qui seraient éventuellement intéressées pour rejoindre le réseau, ou en tout cas mieux comprendre encore dans quelle mesure et comment créer une fabrique sur son territoire. Donc peut-être vous rappeler que en termes d'illustration, ce qu'on a pour le moment produit de mieux, ce sont les carnets de projets. Donc il y en a un tout nouveau sur la transition écologique qui vient de sortir, mais il y en a aussi 2 autres, un plus généraliste et un centré sur les territoires fragiles. Donc on présente des projets à la fois qui ont émergé en ruralité et à la fois dans les QPV. Donc je vous invite à aller les consulter si vous voulez des exemples concrets de projets qui peuvent voir le jour et comment en fait de A à Z ils ont pu voir le jour, avec quels partenaires et dans quelle temporalité. Les 2 sites aussi à bien garder en tête, donc il y a alice.org, Cécile vous l'a présenté en tout début de webinaire, et n'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters si vous souhaitez être tenu informé des ressources et des décryptages que l'on peut mener. Et puis le site dédié au réseau fabriqueinitiative.org. Également, vous pourrez retrouver tout un tas de ressources. On a également une plaquette de présentation qui est disponible et qui résume le dispositif. Et puis, vous dire que je me tiens à votre disposition pour échanger sur plus spécifiquement sur tel territoire, quels acteurs, s'il n'y a pas de fabrique, quel acteur pourrait s'en rapprocher. Alors, ce n'est pas toujours évident, hein, mais on essaie quand même de pouvoir vous rapprocher au maximum d'une structure qui pourrait répondre à vos besoins. Je vous encourage également à vous rapprocher de la chambre régionale de votre région, la CRES, qui a également une fine connaissance des acteurs présents sur le territoire. Voilà pour ce que je souhaitais vous dire. S'il y a des questions qui n'ont pas encore été répondues, je resterai pour essayer d'y répondre un petit peu. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle matinée. Je tiens à remercier encore une fois Christophe, Eva et Yann pour leur présentation. Merci à tous les 3, c'était très riche, très complet et ça nous a permis de bien illustrer le propos assez généraliste de la présentation du réseau. Et puis, on vous souhaite du coup beaucoup de réussite dans les projets que vous menez et notamment les projets qui contribuent à la transition écologique. Alice, il y a juste peut-être une dernière question pour Eva. Dans le chat, auriez-vous un support à nous partager présentant les comités d'engagement, notamment sur qui précise les critères, si Eva en a partagé ou pas? Alors non, je n'ai pas de document partagé. Je n'ai pas formalisé ça sur un document, je suis désolée. Et après, sur en fait, comment on a travaillé les critères, on les a travaillés vraiment en équipe. Donc avec l'équipe du Filon, l'équipe des salariés et nos administrateurs. Donc, on a la chance d'avoir des administrateurs bénévoles très engagés. Et du coup, on a vraiment travaillé cette grille-là avec eux. Après, c'est notre grille. On s'est aussi inspiré des grilles des autres FAI. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi par rapport à quel est l'ADN de votre asso. Enfin, faut que ce soit aussi, faut que ça vous ressemble. C'est important. Merci. Merci Eva. Bonne journée à tous et tous et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions pour aller plus loin.